Bonjour. Euh, Donc je vais vous présenter, je vais parler un petit peu du cluster Hadoop qu'on utilise à Criteo et plus particulièrement quand quelques événements majeurs qu'on a pu avoir l'année dernière pour donner un peu de retour sur qu'est-ce que ça représente d'exploiter ces grosses bébêtes. Donc avant tout, juste un petit mot sur Criteo et puis sur l'écosystème Hadoop qu'on exploite. Donc Criteo, certains connaissent peut-être, notre métier c'est prédire des intentions d'achat, des clics, des intentions de clics, de conversion dans le secteur de la pub. Donc on est sur, en gros on travaille sur une matrice de 1,3 milliard d'utilisateurs, il y a 16 millions de colonnes possibles et puis on essaie de trouver, de deviner sur quoi vous allez cliquer. Il y a plusieurs plateformes en fait chez nous au niveau de la R&D et en fait par rapport à Hadoop, ce qui est intéressant, vous voyez un petit logo un peu partout, parce qu'on a des utilisateurs un peu partout, y compris au sein des SRE, parce qu'il faut bien amener les données. Donc Hadoop est un système qui est en fait assez critique et assez central dans la R&D. L'écosystème Hadoop, c'est pareil, il est assez riche. Donc on a typiquement on utilise donc pour grapher, on utilise du Prometheus, on a de l'OpenTSDB, du Grafana qui nous remonte les courbes, système d'alerting comme Opgeny. Ce qui nous alimente, ça va être des clusters Kafka qui vont alimenter nos clusters Hadoop. On utilise Mesos pour certains cas, notamment qui sont pas, pour faire des probes, pour questionner les clusters. Chef est notre système de déploiement, donc on travaille avec ça, on déploie et on exploite les clusters avec ça, et pas avec les managers d'un éditeur ou d'un autre. On a des parties analytics donc qui utilisent du Hive, qui utilisent du Druid, qui utilisent du Vertica également, plusieurs clusters Vertica dont Hadoop fournit de la donnée. Donc tout l'ordonnancement, on n'a pas des outils comme Oozie par exemple, mais on est à la fois sur de l'Aurora, sur du Marathon et aussi sur un produit interne qui s'appelle Langoustine, qui fait du scheduling de workflow. Et après en termes de techno, en termes de langage, c'est assez varié. Il y a du C#, parce qu'historiquement, Criteo fait du C#. Et puis après, il y a du tooling en Python, il y a du Java, il y a du Scala. On fait du Spark beaucoup plus, de plus en plus aujourd'hui. Puis ce bon vieux MapReduce avec Scalding qui nous a bien servi, il nous sert encore énormément. Donc voilà, c'est assez varié. Et donc on évolue dans cet univers-là. Alors l'infrastructure Hadoop, hormis le reste de la R&D, c'est une équipe de 7 personnes. On recrute toujours, on cherche des gens en permanence, donc qui s'occupent de l'infrastructure Hadoop. Cette infra, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est 2 clusters de production, un à Paris, un à Amsterdam, et des bébés éléphants. Donc on en a un à Tokyo qui est aussi une production spécifique pour la zone APAC. Et on a donc des clusters de pré-production et un cluster d'infrastructure qui sont eux aussi en fait localisés à Paris. Donc on est en tout sur 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6 clusters aujourd'hui. Les clusters de production, donc notre cluster principal il est à Paris. En fait, voilà, c'est 1300 machines, bon, vous avez les chiffres qui sont écrits. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est... en faisant les petits calculs, on est effectivement sur des volumes, des quantités de mémoire gérée, de stockage qui sont en fait comparables aux plus gros clusters qu'on voit en tout cas sur les pages de Powered by du Hadoop, du site de la fondation. Ce qui fait qu'effectivement, on tape les limites et régulièrement on arrive à des points où le truc marche plus exactement comme il est censé. Et donc il faut qu'on investigue et qu'on fasse en sorte que ça refonctionne bien. Et ça représente aujourd'hui 250 000 jobs par jour par cluster qui passent sur le cluster. Et à peu près 80 Tera de données en plus chaque jour aussi qui sont ajoutés sur le cluster en l'occurrence sur un cluster, donc le cluster principal. Donc ça demande de rajouter des nœuds assez régulièrement sur les machines, sur les clusters. Les clusters de pré-production, c'est 3 pré-prod. Donc on a en fait, chaque prod a une petite pré-prod, 50 nœuds pour l'ancien, pour Amsterdam, une centaine de nœuds pour Tanod pour Paris. Et puis après on a une pré-prod nous en infrastructure qui nous permet de valider des choses qui risquent de casser en fait la pré-prod des utilisateurs. Puisque notre pré-prod est utilisée non pas pour que les gens
passent leur job du Hive, fassent leur MapReduce ou des choses comme ça. Ça, ils le font sur la prod, sur des fils dédiés. Mais pour que les pipelines de build puissent justement valider que ça fonctionne normalement. Ils ont les données samplées et puis une fois que c'est validé sur la pré-prod, les jobs peuvent être poussés en prod. Donc la non-régression et ces choses-là passent sur la pré-prod, en partie. Je vais vous parler en fait de raconter un peu l'histoire d'un incident majeur qu'on a eu l'année dernière, qui nous a bien occupés. Et voilà. Donc, en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, en très rapide, en résumé, donc ça a été un incident donc on a un premier on-call, première astreinte d'un membre de l'équipe qui est là depuis quelques mois. On est vendredi soir. La personne connaît bien le périmètre. Maintenant, ça va, elle est prête. Ok, elle commence à prendre son astreinte. Il y a eu quelques turbulences dans la semaine avec le Nemnode parce qu'il prenait beaucoup de données puis se nettoyait. Enfin, les cycles de nettoyage de données ça faisait des petits pics en fait de perte genre on prend quelques millions de blocs, on les perd, on perd. Donc quelques turbulences, mais rien de méchant sur les Nemnodes. Ça se passait relativement bien, rien de grave. Samedi matin, moi je reçois un coup de fil. Le truc est tombé dans la nuit. Qu'est-ce qui se passe? Enfin là, on n'arrive pas à faire revenir. Je ne sais plus quoi faire. Donc voilà, Nemnode a cessé de répondre en fait dans la nuit. Impossible de faire repartir le service. Elle a travaillé toute la nuit là-dessus. On n'arrivait pas trop à voir ce qui se passait. On commençait à regarder ensemble. 1 heure, 2 heures qui passent. Plusieurs membres de l'équipe qui se joignent à nous. Au final, pendant ce temps, il y a un impact sur le reste de la production, puisqu'il y a à la fois en fait, savoir qu'on fait tourner à la fois les jobs qui nous permettent de construire les modèles de prédiction pour savoir quel pub on va afficher, s'il faut l'afficher, choses comme ça. Il y a également toute la partie analytique, parce qu'il faut mesurer ce qu'on fait, et puis il faut facturer. Donc il y a pas mal de choses qui tournent sur le cluster. Pendant ce temps-là, il n'y a rien qui tourne. Du coup, on prend du retard. Les modèles commencent à prendre du retard, donc ça commence à avoir un impact sur le business. Au final, 5 personnes dans l'équipe qui sont passées la main sur 36 heures. On en a eu à peu près une vingtaine de personnes impliquées au total. Je prends hors équipe et des autres implications, la coordination, le management et puis les membres d'autres équipes qui sont nos clients. Et on a pu identifier la source du problème seulement le dimanche matin à 1h du matin. En fait, quand les Nemnodes ont commencé à revenir. Donc 36 heures pour que le service revienne et après derrière une semaine pour gérer la latence, pour gérer le délai et pouvoir revenir en nominal, faire le catch-up de toutes les données. C'est le plus gros incident d'indispo qu'on ait pu avoir sur le cluster. Comment est-ce qu'on a fixé ça? Comment ça s'est passé? En fait, on ne pouvait pas faire redémarrer les Nemnodes. Et aucun moyen de les faire repartir. Et le problème, c'est quand on essayait de les faire repartir, ils se faisaient blinder par donc les datanodes qui « Ah super, je vais m'enregistrer ». Et puis tous les jobs et tous les utilisateurs, enfin pas des humains parce que c'était la nuit, donc il n'y avait pas beaucoup quand même qui s'en servaient. Pas Palo Alto, mais pas tant que ça, qui s'en servaient à ce moment-là. Mais tous les jobs en fait essayaient de se connecter et du coup le Nemnode rapidement, il était sous l'eau avant même d'avoir pu recharger son FS image et ses métadonnées. Donc il a fallu commencer par tout isoler au niveau réseau, donc iptable, c'est très bon copain pour ça. On a coupé les ports, impossible de joindre aucun des deux Nemnodes. Ça a permis de commencer à travailler sur le problème qui touchait les Nemnodes et après les avoir complètement isolés. En fait, ce qu'on a vu, c'est qu'on avait un problème de heap en fait, au chargement. On faisait exploser la heap Java, il y en avait juste trop. Il y avait trop de choses à monter en mémoire. Parce que le Nemnode monte tout en mémoire. Les FS images, tout son journal de transaction avec, et quand il démarre, il recompacte tout ça. Puis après, on a une belle image toute prête. Mais bon, ça prend de la place. Pour la petite histoire, on avait en fait une FS image qui prenait 13 gigas GZIP à ce moment-là, plus des journaux d'édit derrière. Et en fait, on était sur des heaps de 130 gigs à l'époque. Donc ce qui n'était pas énorme par rapport à ce qu'il y a maintenant. On est à 330 gigs sur de heap. Mais en fait, la machine ne pouvait pas aller plus haut, pas beaucoup plus haut. Donc ça posait un vrai problème de redémarrer et d'y avoir le temps de chargement des FS images dans ces cas-là. Donc il n'y arrivait pas en fait. Donc on a essayé d'éviter d'avoir à refaire des copier-coller. On a dû faire des copier-coller d'FS images checkpointés ou de journaux de transactions pour arriver à éviter qu'il y ait trop de transactions qui soient
qui soit compacté, qui soit traité au démarrage. Il fallait vraiment limiter cette charge-là pour que on gagne un petit peu de temps en démarrage. Savoir qu'on était sur des temps d'à peu près une demi-heure au démarrage, quand tout va bien. On copie manuellement du stand-by vers l'actif le dernier FS image. On voit que les transactions sont plus récentes et puis on espère. On augmente la HIP aussi à plus de 85% de la mémoire. Alors là, le problème, c'est que la mémoire totale de la machine, le souci, c'est qu'on avait un autre service qui tournait dessus. Erreur de notre part. Ça a été fixé après. Et donc c'était un peu compliqué, d'autant plus que la machine, du coup, il n'y avait plus trop d'espace, même pour de la location native, parce que le Nemnode en fait un petit peu quand même. Donc voilà, c'était test, démarrage, on ajuste, on remet. Ah non, là c'est trop haut, il faut descendre un petit peu. Ah mince, il y a les huge pages qui ont été réservés, bon, il faut les couper, puis on va remettre, on va retenter, etc. Ça a pris pas mal de temps, parce qu'on est sur des cycles d'une demi-heure. C'est arrivé sur un cluster qui était en CDH4. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'à partir des Hadoop 2 stables, au moins on a un peu plus de feedback, parce qu'en fait, jusqu'à la fin des CDH4, les deux alpha, on n'avait rien. Enfin, le truc démarre, vous avez 20 minutes, vous attendez, vous pouvez rien demander. Vous pouvez juste regarder les logs de GC et vous n'avez aucune interface avec que dalle en fait. Au niveau du Nemnode, il vous dit même pas je suis en train de charger l'FS image. Il le fait dans son coin, mais il n'a rien ouvert pour vous donner du feedback. C'est assez flippant. Et du coup, heureusement qu'il y a les GC output. C'est une bonne option ça. Voilà, et donc on démarre, on surveille la conf, on ajuste, on recommence, et là il se passe du temps, il se passe des heures. À un moment donné, quand on arrive enfin à en faire revenir un, on se dit on va pouvoir commencer à réactiver les RPC. Donc on a des RPC, les RPC de service d'abord, celles des datanodes, pour qu'ils puissent se réenregistrer. Mais il ne faut pas tous les redémarrer en même temps. C'est pas possible, sinon on fait tout exploser. Donc il a fallu faire du rolling restart, par palier de 100 en fait. On a pris par palier de 100 datanodes, on les avait tous coupés. On a rétabli les ports, puis on a remonté et on a attendu. Parce qu'à chaque fois, c'est passé ce qu'on avait des GC qui prenaient plus de temps, enfin qui prenaient sur une minute, on avait quasiment toute la minute qui était bouffée en GC, 48, 50 secondes. Donc il faut attendre, On en redémarre 100, on attend, on vérifie, on s'assure qu'il soit revenu. Ok, super, on en redémarre 100 et on suit et on se passe la main comme ça durant tout le week-end. Et enfin, on peut arriver à la dernière phase qui est bon, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on a ça? Et donc on a pu investiguer sur le problème pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que le Nemnode était parti à ce point-là. Et ce qu'on a trouvé, c'était pas mal. Donc vous voyez le délai d'à peu près 24 heures. On était à 218 millions de blocs. On est passé à 242 millions de blocs. Et là, ça fait bip, fin de l'histoire, Nemnode à plat, vous ne pouvez plus même pas redémarrer. Et quand on a supprimé les données, tout d'un coup, ça fait une belle falaise. Mais après, ça s'est bien passé. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on a un utilisateur qui a lancé un job dont le partitionneur du MapReduce est parti en sucette. Il a créé 20 millions de blocs en très peu de temps. Et en fait, on a passé la limite. Le Nemnode était déjà assez bien chargé et d'un coup, ça lui a fait, il a craqué quoi. Il a pris beaucoup trop de transactions et ça a passé un seuil et il n'arrivait plus à gérer. Et là, on s'est retrouvé du coup en incident. Savoir qu'à ce moment-là, on savait pas non plus, on savait pas exactement où était la charge limite maximum en fait en millions de blocs du Nemnode. C'est des choses qu'on peut voir mais de manière empirique. Et on n'avait pas cette limite-là. Maintenant, on l'a. On l'a avec le nouveau hardware aussi. On a une bonne idée de la chose. Et là, on l'a découverte, celle de nos anciens Nemnode. Voilà. Donc, on peut trouver ce genre de truc. On peut le voir sur les graphes. Donc, c'est bien. Grafana, c'est cool pour ça. Et OpenTSDB pour garder l'historique. C'est pas mal aussi, ça permettait de rentrer vraiment dans les détails sur la semaine. Par contre, on ne peut pas agir tant qu'on n'a pas le système qui est rétabli. Parce qu'on ne peut pas supprimer des entrées dans le FS image. Même on pourrait se dire, je laisse les données, je m'en fous, mais au moins j'enlève les métadonnées. Mais en fait, même pas, on peut pas, on est obligé d'avoir au moins le service qui revient à minima pour pouvoir faire le delete qui va bien. Sachant que le delete lui-même, il rajoute de la charge sur le Nemnode, puisqu'il faut quand même gérer le delete de bloc. Mais là, ça n'a pas été un problème ce coup-ci. Mais il fallait quand même faire revenir le service dans ces conditions-là avant de pouvoir justement investiguer et prendre des actions. Et on n'avait pas de machine avec plus de mémoire sous la main non plus, donc du coup, il a fallu faire avec. Et tu bouges, voilà. Ah ben voilà, très bien.
On a eu un autre truc qui était sympa en essayant de comprendre ce qui se passait, parce que c'est de l'investigation, on rentre petit à petit, qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Puis on a commencé à avoir des erreurs comme ça dans les journal nodes. Là, ce qu'on voit, en fait, ce que j'ai mis en gras, c'est qu'il y a une transaction, en gros, il y a un problème d'une corruption dans une transaction dans un journal d'édite. Concrètement, il n'arrive pas à charger, il n'arrive pas à se démarrer. Et là, la seule solution, la seule solution, c'est de trouver un FS image qui vienne après. Non, il y en a une deuxième, ça serait d'éviter de faire cette transaction, d'effacer l'histoire. Mais là, on perd de la donnée, on ne voulait pas perdre de la donnée. Heureusement, on a trouvé en fait un FS image il y avait une compaction à un moment donné qui allait après cette transaction-là. Donc, on a pu reprendre, on copie la transaction, on copie le jeu FS image, on coupe tout, puis hop, on est reparti pour redémarrer. Mais au moins, on évitait d'avoir le problème d'avoir de la perte de données. Heureusement qu'on a eu la chance d'avoir un checkpoint qui a pu se faire après et avant en fait qu'il y ait une corruption. Sinon, on aurait perdu de la donnée concrètement. Et, hop. Et puis bon, ce que je vous disais, hein, le node est lent, très lent. Donc voilà, vous voyez là, on est sur du 47 secondes à ce moment-là, sur cette trace par exemple. On voyait 47 secondes d'attente, puis voilà. Puis en fait, il n'y a rien à faire. Le pire, c'est qu'il n'y a rien à faire. Dans ce cas-là, on s'assure juste qu'il n'y a personne qui peut joindre le nemnode. Et on surveille ce genre de traces en se disant, bon, ouais, ça va, il reste encore 20 secondes sur la minute. Ouais, il va faire un peu de boulot quand même. Ça va avancer. Et puis du coup, c'est pas 20 minutes qu'on attend pour redémarrer un FS image dans ce cas-là. Un nemnode, c'est 1 heure, quoi. Facile. Alors une fois que tout est revenu, qu'on a supprimé, c'était bien. On était content, soulagé. Qu'est-ce qu'on fait après un incident pareil? Parce que bon, il y a tout le monde qui travaille sur le pont, on synchronise, donc nous on utilise Slack en interne avec un channel dédié aux incidents notamment. Donc il y avait tout le monde sur le pont, machin, très bien, ok. On arrive au final. Après, il faut gérer le délai. Mais qu'est-ce qu'on fait après quand on a un incident de ce niveau? 36 heures, hein, c'est tout le week-end, le vendredi, samedi, dimanche. On fait des post-mortem. On fait des post-mortem, on se rend compte que déjà, il y avait un truc qui n'était pas... on peut améliorer la communication avec les gens qui comprennent, qui prennent conscience en fait de l'impact de leur création, de ce qu'ils font et de ce qu'ils font tourner en fait sur les systèmes. Parce que autant le job qui tourne, on s'en rend compte, le job qui tourne, vous avez de la mémoire consommée, du CPU, vous vous en rendez compte assez facilement. Vous dites, bon, je vais le couper parce que je m'en sers plus, c'est pas utile qu'il tourne. Mais l'impact que vous avez sur le disque, en général, il est beaucoup plus compliqué en fait. Avoir conscience que ce qu'on fait a un impact sur un système, sur un système de stockage. Donc il y a ce travail-là. Il y a également un travail sur le monitoring de quotas. Et la manière dont on utilise en fait les quotas, parce qu'il y a des comptes je ne vais pas vous faire le détail, mais on a des quotas qui sont placés sur différents types de comptes. Et suite à ça, on a vu qu'en fait, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait parfois les mauvais comptes qui étaient utilisés pour passer des jobs. Donc on a remis un peu à plat la manière dont on gérait les quotas et dont on poussait, on conseillait aux gens de se servir en fait des espaces. Dans quel cas vous servez de votre home et celui-là on va vous fixer en fait on va vous fixer un quota d'espace de stockage qui bouge pas. Mais qui correspondent à un usage normal. Et puis après, dans quel cas vous pouvez utiliser d'autres espaces qui sont, eux, beaucoup plus ouverts, mais il faut bien des cas bien précis en fait pour s'en servir. Et dans ce cas-là, savoir qu'on est dans un endroit risqué, genre le temp, un compte de service sur lequel on peut avoir à faire des expérimentations, mais à un moment donné, on a un quota plus élevé et c'est plutôt pour le compte de prod, c'est pas pour soi, donc on fait plus gaffe. Donc, c'est ce genre d'action. Après, il y a d'autres actions. Au niveau du hardware, le matos, clairement, le fait de se retrouver en limite sur la mémoire, ça pose un souci et ça pose des questions sur le type de hardware. Est-ce qu'il est toujours adapté? Il l'était à un moment donné. Est-ce qu'il l'est toujours? La stabilité du nemnode également, parce que les difficultés pour le faire repartir, ça pose question. Et enfin, comment est-ce qu'on peut améliorer les performances d'une manière générale? Donc après cet incident, donc je me focalisais sur pas le parti process post-mortem, mais juste donc si on parle des autres points, le hardware, le problème avec le hardware, en fait, ce qu'on a identifié, déjà le nemnode a un gros problème de design pour scaler. Il y a un gros souci, c'est que c'est une base in-memory qui fait en plus de ça
du RPC. Enfin, une API en fait. On a une API plus une base, les deux en un, et en plus, la base elle est montée en mémoire, et elle synchronise des images qui peuvent taper 20 gigas, enfin 14 gigs GZIP à l'époque pour nous. Maintenant, il y a plus de données, mais et ils se les échangent comme ça, d'un M-node à l'autre. Donc on balance 13, 14 gigas sur le réseau, puis on les recompacte, et puis on les repousse, etc. Ça prend du temps, mine de rien, et ça peut même faire foirer des failovers. Je ne vais pas revenir dessus sur la presse, mais on a eu des problèmes comme ça, où pendant un checkpoint, quand il y a un failover, ça ne marchait pas parce qu'on était en cours de transfert et de checkpointing. Donc le failover pétait, et on perdait les deux nemnodes. Enfin, incident, il n'y a plus de nemnode. Ça prend du temps, et donc en fait, on mélange deux fonctions, alors qu'en fait, quand on y réfléchit 2 minutes, si on les séparait, on a d'un côté la base mémoire, la base, de l'autre côté l'API. Le nemnode, il peut y en avoir 5, 6, 7, 8, on s'en fout, c'est juste des API, c'est du stateless. Et derrière, on a la base de données. Une base de données, quoi. Enfin, à un moment donné, quand on regarde la structure, c'est juste une base de données avec 2 index. Donc il y a des choses à faire. Bon, il s'avère que là, on n'avait pas sous la main le nécessaire pour changer ce modèle-là. Il y a quelques papiers qui commencent à sortir qui sont intéressants de ce point de vue, d'ailleurs, en ce moment. Par la suite, on s'est rendu compte, au fil de patchs, de bugs, de problèmes divers et variés, je vais en parler de quelques-uns par la suite, que le nemnode, en fait, a beaucoup de code qui est pas multithreadé. Donc, dans notre version de CDH, je précise, c'est-à-dire, en fait, c'est des trucs qui, la plupart du temps, étaient backportés, ont été patchés, mais dans des versions assez récentes, en fait. À chaque fois, on tombe sur du Hadoop 2.8 ou du Hadoop 3.0 alpha, en ce moment, sur les résolutions de ces bugs-là. Donc, a priori, pas des versions que vous allez déployer en prod tout de suite ou upgrader sur des clusters de 1000 et quelques machines comme ça, quoi. Mais voilà, donc il y a pas mal de code qui n'est pas multithreadé. Ça pose un problème. Ça fait que la vitesse de votre CPU est super importante dans certains cas, là où ça pourrait partager la charge. Et ensuite, bon, nous, on était encore sur un mode où on partageait le nemnode et le resource manager sur la même machine. Dans le cas d'une limite en mémoire, bon, c'était un peu gênant parce que du coup, si on prenait la mémoire du resource manager pour la filer au nemnode, on ne pouvait plus faire tourner un resource manager. Donc du coup, ça, on l'a fixé. C'était assez facile à fixer. On a juste rééquilibré. On a juste sorti le resource manager et c'est bon. Pour l'autre, on a dû prendre du nouveau hardware, notamment sur le nouveau cluster donc de Paris, dans scaling vertical sur le nemnode, puisqu'on ne peut pas en avoir plus que 2. Le problème, c'est on a une FS image qui est très large, qui est grosse. On continue à avoir donc de la croissance, je vous l'ai dit, 80 Tera par jour en plus sur le cluster. Ça crée de la donnée. Derrière, il y a du job, ça crée une vie, quoi, et ça crée du mouvement, du bloc, etc. Donc, la RAM, typiquement, de la machine est passée de 192 à 512 Go, et la JVM de 150 Go. Ça, c'était la JVM bumpée au taquet pour essayer de gérer l'incident. À 332 Go aujourd'hui. On ne peut pas la pousser plus loin parce qu'en fait, on s'est rendu compte que le nemnode avait des allocations natives et du coup, il utilisait une bonne partie de mémoire aussi pour des trucs hors IP. Donc, si on le pousse plus loin, concrètement, le nemnode a un problème, donc un fail. Donc, on doit se limiter à 332 Go aujourd'hui. Et plus on prend de blocs, plus on va devoir réduire parce qu'on n'a pas assez de mémoire derrière. Donc, il va prendre plus de natifs peut-être et donc on va devoir réduire la HIP. Donc on a peut-être besoin des machines plus grosses en fait avec ce mode, encore plus grosses. Après on a un problème de le temps d'écriture. Le réseau sur le nouveau cluster, on était sur du 1G, là on est sur du double 10G non bloquant, donc ça va, ça pousse, ça passe bien, ça copie vite. Ça, ce problème-là est réglé. On l'avait sur l'ancien cluster, on l'a plus sur celui-là. Par contre, le temps d'écriture d'FS images qui font au moins une dizaine de gigas et les edits qui sont assez gros aussi, on est allé vers du stockage SSD. Et pour le problème du code single thread, il n'y a pas 36 000 solutions. On prenait un CPU plus gros, quoi. Les machines du nemnode, c'est pareil. On les a spécialisées. Elles font que ça, vraiment que ça. De sorte qu'on est capable vraiment de... Enfin, on sait si on a un peu de marge en cas de besoin. Et puis, on sait isoler le workload. La stabilité, donc quand je parlais de stabilité, donc j'ai pris quelques exemples de bugs sur lesquels on est tombé dernièrement. Donc celui-là, le 10.220, un job, ça crée des fichiers, c'est normal. Il y a des locks, il y a des lists, c'est un file system, c'est normal. Vous avez, vous souvenez, 250 000 jobs par jour sur le cluster. À un moment donné, vous avez un problème, vous avez beaucoup de jobs qui fail sur le resource manager, puis il y a plein de kills. Et là, il s'est retrouvé avec quoi? Vous vous retrouvez avec plein de lists
qui sont pending. Il faut les fermer. Il faut bien que quelqu'un s'occupe de les fermer. C'est qui le fait? C'est le nemnode. De temps en temps, il les ferme. En fait, le nemnode, ce qu'il fait, c'est qu'il prend, il tombe à un moment donné dans son code sur la liste, dans son thread principal, sur la liste d'Elise. Il fait, bah, c'est cool, allez, loop. Et on les prend tous un par un. Quand vous en avez quelques millions, bah, votre nemnode, il fait que ça. Puis là, pendant ce temps-là, vous avez les requests, alors des data nodes et des clients qui arrivent, mais il est occupé, en fait, il est en train de traiter l'Elise. Donc, il ne répond pas. Et après, qu'est-ce qui se passe? Bah, le failover controller fait, tiens, c'est bizarre, il ne répond pas. Bon, bah, je vais l'envoyer au... Je fais failover, hein, ça veut dire qu'il a un problème au bout d'un moment. Donc, boum, allez, failover. Et qu'est-ce qui se passe sur celui qui était stand-by, qui redevient actif? À un moment donné, il faut bien traiter l'Elise. Maintenant, c'est sa responsabilité. Voilà, je ne fais pas un dessin. Et c'est là, d'ailleurs, qu'on a découvert aussi l'autre. On avait un double bug, en fait, en réalité. Le deuxième, c'était... pendant que le stand-by il checkpoint, il fait globalement, c'est pareil. Il checkpoint et il s'arrête. Enfin, il checkpoint et il checkpoint, quoi. Donc, si on lui dit maintenant, t'es master, il fait ouais, c'est cool. Hop, il continue à checkpointer. Donc du coup, ça refait l'over. Donc le moment du failover est important, parce que si le stand-by est en train de checkpointer, ça ne va pas bien se passer. Quand on combine les deux, et on a eu le cas où les deux se combinaient, parce qu'il régulièrement il essayait de reprendre ses listes, donc on avait assez régulièrement des failovers, là on avait un cluster à plat. Donc il a fallu démêler un petit peu, ok, qu'est-ce qui appartient à quoi, qu'est-ce qui se passe, on s'est rendu compte qu'il y avait deux problèmes, on a pu les traiter de manière isolée. Et donc là, en l'occurrence, ça a donné lieu à un patch qu'on a fait qui a introduit une notion une limitation en fait dans le cycle de traitement d'Elise. Vous devez les traiter de toute manière, mais on n'a pas envie que vous en traitiez trop à la fois. Donc on a deux paramètres maintenant qui permettent de contrôler la charge de pending lock, de pending lise qui va être traitée à chaque tour de boucle. Youpla. Un autre qu'on a eu également, c'était un problème de calcul de quota. Parce que la gestion de quota, à un moment donné, il faut bien voir où ça en est. Quand vous avez une arborescence avec, je crois qu'on en est à 300 millions de fichiers, je crois, il me semble, un truc comme ça, 2 ou 300 millions. Enfin, ça fait pas mal de fichiers, il faut rentrer dedans. Oui, c'est ça, à peu près 300. Et ça prend du temps en fait de rentrer dedans, de recalculer les quotas des sous-arborescences, etc. Plus on a de fichiers, plus ça prend de temps, c'est normal. Et là, même combat, à un moment donné, le nemnode, il prend du temps. Et donc, failover, parce qu'il ne fait rien d'autre. Voilà, donc il y a une implème en fait, donc c'est un patch qui est fixé en 2.8, hein. L'autre aussi est fixé en 2.8 hein, à propos. Et donc c'est un double patch en gros, mais ça c'est un patch qui a été fait, qui pas par nous pour le coup, mais qui a introduit le fork join, qui permet de baisser, de gagner en fait en performance, et donc de rendre cette opération, de la faire dans des temps acceptables. Un autre, et puis après j'arrête. Donc là aussi c'est un double. Alors on a eu des problèmes avec sur notre nouveau cluster, on avait nouveau hardware, des grosses machines. Je ne l'ai pas dit, en fait c'est des grosses machines sur les clusters Hadoop. On est sur des machines qui sont il y a 48 vCore de 156 Go de RAM et 96 Tera de stockage sur chaque machine. En faisant les calculs, en fait, on se rend compte qu'on est sur des volumes équivalents au plus gros, à ce que Yahoo annonce par exemple, mais sauf qu'eux ils ont des petites babasses, donc du coup. Disons que le fail d'une machine a peut-être moins d'impact en fait que dans notre cas. Nous, c'est plus important parce qu'on perd plus de stockage simplement déjà. Donc, on perd plus de blocs. Il se trouve que, et ça crée du mouvement. Il se trouve que en fait, sur une nouvelle machine qu'on nous avait livrée, on avait des contrôleurs RAID qui avaient un petit problème. On a pris un peu de temps avant d'arriver à bien identifier. Enfin, ça a pris un peu de temps. Vous savez, les ping-pong avec éditeur, tout ça, avant de bien qualifier le problème. La conclusion, c'est il faut changer les contrôleurs RAID. 700 machines. OK. Donc ça veut dire décommissionner HDFS de chacune de ces machines et recommissionner. On fait ça rack par rack. Un rack, c'est 20 machines chez nous. Plusieurs racks par semaine, 4, 5 par là. On fait 4 mois. On a bientôt fini, on est encore en train de le faire. On a commencé en début d'année. Donc c'est une opération lourde en fait, et vous êtes obligé de le faire parce que en fait, vous avez besoin d'avoir des contrôleurs RAID qui marchent bien pour bien détecter des problèmes de disque. C'est nécessaire. Le truc, c'est que ça génère du mouvement. Et le mouvement, donc il faut savoir qu'un datanode quand il démarre, il envoie un rapport sur ses blocs, un block report, donc le full block report. Il démarre, il envoie ça, et puis il envoie toutes les heures, en gros par défaut, je crois que c'est ça.
Donc le block report complet. Donc 96 Tera, on a 256 MB à peu près de block size. Donc imaginez que les block reports sont quand même assez volumineux. Ça, c'est un autre bug qu'on a vu dans le passé de taille maximum de block report qu'HDFS gérait pas bien, mais c'est autre chose. Et en fait, entre deux gros block reports, il envoie des incréments pour dire bah ouais, il y a eu un petit peu d'update ici, un peu là, voilà. Ça permet au Nemnode de rester réactif et d'avoir une bonne visibilité sur l'état du cluster et notamment sur ses décisions de placement de blocs, quand on envoie des ordres de suppression, des trucs comme ça. Donc c'est bien. Le problème, c'est qu'il le fait à chaque déplacement de bloc. Et quand vous bougez, des racks comme ça, et qu'en parallèle, vous devez passer le cluster de 700 machines à 1300 machines, donc en gros, on double sa taille, et ben, ça génère vraiment énormément de mouvements. On a dû couper en fait les rebalance, parce qu'on avait le petit job de rééquilibrage du cluster qui rebouge des blocs de ci, de là pour garder une utilisation équivalente sur toutes les machines. Donc ça, on a dû le couper parce qu'il ne pouvait plus gérer, en fait, tellement qu'il y avait de mouvement de bloc. Mais on continue à avoir des problèmes sur certaines opérations. Et en fait, faut le patcher. Et ce patch, il s'appelle donc Coalesce IBR Processing machin, et il ramène à 4 millisecondes le temps de traitement. Il fait quoi ? Il évite de l'envoyer à chaque mouvement de bloc. Donc on évite de faire une tempête sur le Nemnode qui va faire qu'il est complètement spammé par les demandes de remontée de blocs. C'est des choses qu'on... Voilà. Et c'est ça, alors ça, et ce qu'il faut savoir, c'est que des patchs comme ça, et comme ceux dont je vous ai parlé, sur les slides ou entre deux slides, c'est des choses... À la taille du cluster, on ne peut même pas se permettre d'upgrader la distrib en se disant on est sur une CDH 5.5.0, on pourrait se dire ouais, upgrade, passe sur la version plus récente. Oui, sauf qu'en fait non. Parce que le problème, c'est que si on fait ça, derrière, on a toutes les chaînes de jobs qui sont générées et qui sont compilées sur cette version de la CDH. Et comme c'est du Java, des jars, tout ensemble, bien liés, protobuf, ça, enfin, il y a tout un lien en fait. Il n'y a pas de décorrélation, il n'y a pas de couplage très lâche en fait entre le stockage, le compute et puis des jobs qui pourraient s'exécuter sur Hadoop. Il y a les interfaces natives, le RPC natif, mais ils ont encore un ticket qui est ouvert aujourd'hui. Le truc n'est pas vraiment mis, enfin, n'est pas commité, pas complètement, pas toutes les fonctions s'y retrouvent. Donc voilà. Donc concrètement, vous vous retrouvez avec un couplage fort entre vos jobs et le cluster. Et le problème avec ça, c'est que dès que vous voulez upgrader un peu violemment, du coup, c'est pas possible. C'est d'autant moins possible. Déjà, avec une prod qui est assez grosse, c'est compliqué. Il faut éviter les downtime. Donc, il y a les moments un peu durs de quand on upgrade le master à gérer. Mais en plus de ça, avec ça en plus, là, c'est même pas la peine. C'est vraiment compliqué. Donc, on backport. Et du coup, avec tout ça, on est devenu quand même assez bon à backporter du patch, faire notre patch et puis à l'appliquer. On a orchestré les trucs. Ça se fait tout seul. Vous voyez, ça se déploie, ça redéploie la nouvelle version tout seul, tranquille. Donc ça marche bien, on diverge tranquillement de la version de CDH, on commence à avoir pas mal de petits patchs comme ça, mais on n'a pas le choix, on est obligé en fait. Sinon, on fait des incidents, on fait des indispos de prod et qui peuvent être assez longues, donc il n'y a pas le choix. Ça, c'était un patch particulier, c'est le premier qui nous emmenait sur les interfaces protobuf, puisqu'il rajoutait des choses dans les interfaces proto. Heureusement, c'était un champ optionnel, donc on s'est rendu compte qu'on pouvait faire tourner un Nemnode en standby avec un truc patché, avec un champ optionnel en plus, et le Nemnode actif, ça marchait encore. Il arrivait à communiquer. Enfin, je ne le laisserai pas tourner trop longtemps non plus. C'était vraiment pour tester, parce qu'on n'avait pas le choix à un moment donné de voir, mais voilà. Il y a des patchs plus risqués que d'autres, donc il faut doser ça. Il faut savoir que quand on fait ça en plus, plus le temps passe, et plus on a des petites chaînes de patch à appliquer. Quand on met un backport 1 qui repose sur des fonctions d'un autre. Je pense au tier storage par exemple, on n'a pas de tier storage complètement implémenté sur cette version de CDH, mais dès qu'on commence à toucher un patch qui lui repose sur les policies de réplication qui elles maintenant sont gérées par, savent prendre en compte différents types de sous-stockage, là on tire une pelote, on est obligé de réingénierer les patchs pour éviter d'avoir à backporter trop de choses parce qu'en fait on augmente le risque d'autant. La performance, comment est-ce qu'on l'améliore ? Déjà, on commence par tester la perf du Nemnode et sa limite. Donc, on s'est formalisé en fait, pas un truc compliqué en fait, un petit job MapReduce qui demande quand même à booster la taille des datanodes de notre pré-prod à 10 Go. Mais ça, c'est juste pour qu'ils puissent gérer des blocs et on leur fait
de l'injection. En fait, ce que fait le job, c'est qu'il crée des blocs, même des blocs avec rien du tout dedans, mais c'est pas grave. Il en crée 180 millions, un bloc par fichier, on peut paramétrer ce truc-là. Donc on le bourrine, et puis en même temps, puis on fait des get set, on questionne les métadonnées, puis on supprime. Et au moins derrière, vous regardez vos métriques, GC, JVM, d'une manière générale, Nemnode, et puis on voit comment ils se comportent. Et ça donne une bonne idée de est-ce que ça va, on est à la limite, ou est-ce qu'on n'y est pas encore. Donc ça nous permet d'ajuster et de réévaluer nos limites. Et puis après, il y a le tuning de JVM. On était sur du parallèle GC. C'était pas top. On a essayé de voir ce qu'on pouvait en tirer au mieux. On tapait sur les 18 minutes au démarrage avec donc ce que je vous ai marqué là. En temps de GC, le CMS, mais en fait, de par les différences de pattern d'usage du Nemnode et ces deux fonctions mixées, là, c'est pas évident parce qu'au démarrage, vous voulez diminuer votre temps de démarrage pour les opérations quand vous avez un incident, quand vous devez redémarrer un Nemnode, quand vous avez un déploiement de conf qui demande à ce qu'il y ait un restart du service. S'il faut se taper 20 minutes de redémarrage d'un Nemnode, pendant ce temps-là, vous êtes sur une patte. Donc vous voulez diminuer ce temps-là. Mais d'un autre côté, vous voulez également un débit assez élevé, enfin une latence assez faible, surtout quand pour les opérations de get-set, enfin toute la partie API en fait. Enfin une optime normale qu'on veut sur une API, on veut que ça réponde vite. Et c'est pas pareil sur une partie DB. Le meilleur compromis qu'on ait trouvé pour l'instant, c'est le G1. On va peut-être tester après d'autres comme Azul, mais pour l'instant, le meilleur compromis qu'on ait, c'est le G1 où on est arrivé à descendre nos temps à 11 minutes. Par contre, on a quand même un gros mixte GC de 30 secondes à 1 minute chaque jour, mais juste un. Et la plupart du temps, on est sur des GC de 630 millisecondes. Donc globalement, le résultat pour l'utilisateur final, c'est que le Nemnode, il est relativement stable et prédictible en termes de performance à ce niveau-là. C'est pas encore idéal, mais c'est le mieux qu'on ait pu avoir pour l'instant. De prochains challenges qu'on va avoir, nous 700 machines déjà. Donc ça, il faut tout remplacer, c'est en cours. On a presque réussi à finir ce challenge, c'est cool. Scaler HDFS, donc de 700 à 1300 à plus de 3000 machines. On en est à 1003 et on va continuer. 800, 900, ça va continuer à grossir. Donc on va certainement taper d'autres limites, ça c'est sûr. Et scaler un cluster de backup, donc le deuxième en fait, et peut-être son remplaçant, à au moins la moitié de la capacité du principal. Simplement parce qu'on veut pouvoir stocker toutes nos données importantes. À terme, aujourd'hui oui, à terme, il faut projeter en fait dans ce cas-là. Et également de faire tourner en fait les jobs importants pour que le business de Criteo puisse tourner même en cas de désastre. Et ça, c'est une vraie question parce que vous savez que le Cassandra, par exemple, c'est faire de la réplication inter-DC. Il y a des systèmes qui est plutôt bien évolué là-dessus. Hadoop, il n'y a rien. Enfin, s'il y a un éditeur qui fait un truc, qui propose une solution pour faire des syncs, et il y a un ticket Jira qui est ouvert depuis je ne sais pas combien de temps qui dit ça serait cool qu'on mette cette fonction, mais il n'y a rien. Et après il y a HDFS Sync qu'on utilise énormément, qui permet de faire, enfin des 10CP qui permet de faire des copies distribuées, mais là encore dans certains cas le 10CP c'est compliqué. Et puis ça prend un peu de temps. Donc il y a un vrai sujet en fait là-dessus. Vous prenez encore plus de dizaines de pétas à gérer et comment est-ce que vous synchronisez ça peut-être pas en one shot ou plus au fil de l'eau ou comment est-ce qu'on fait la reprise d'erreur, etc. C'est des choses qui peuvent s'améliorer en permanence. Aujourd'hui on travaille sur des liens à 100 gigas entre deux data centers pour Hadoop parce que ça envoie beaucoup de données en fait. Donc les enjeux c'est cela. Puis après, il faut gérer le problème de scalabilité du Nemnode et évidemment scaler la team avec parce que vous voyez, ça fait pas mal de choses assez différentes. Donc tout le monde y trouve son compte et voilà, il y a de quoi faire. On a de quoi s'occuper. Il faut aussi améliorer l'usage du cluster puisque beaucoup de gens s'en servent, beaucoup de jobs utilisent et en fait, on se rend compte qu'on a une bonne connaissance de l'usage mais pas suffisante dans certains cas, notamment pour être sûr qu'on tire vraiment parti à fond de ce qu'on utilise, de ce qu'on a. Combien est-ce qu'on utilise vraiment le cluster à fond? Est-ce qu'on surutilise pas la mémoire, les vectors? Est-ce qu'il n'y a pas des choses en termes de performance pour améliorer qui peuvent être faites? Parce que ça peut très vite avoir des impacts assez larges en fait sur un cluster de cette taille. Selon les jobs qui peuvent être améliorés, si on consomme un peu moins, si vous consommez 5 gigas de moins sur un job, que votre job il passe à une fréquence assez élevée sur la journée, vous avez fait de la place pour un copain, quoi, sans avoir acheté de la machine.
Transition vers Spark également, donc du support qu'on fait, qu'on aide, qu'on fait aux gens, parce que là aussi c'est pareil, hein, sur la partie Spark, je vous ai présenté sur HDFS et Nemnode, mais pareil, on rétro-patch, enfin on tombe sur des trucs, on a une version custom, enfin patché, rétro-patché, backporté, pour évoluer, pour rester par contre plus sur le trunk de Spark, mais il y a du travail aussi en amont sur ces choses-là. Améliorer notre utilisation de Mesos, parce que c'est quand même beaucoup plus facile que de déployer en fait des jobs sur Mesos, des conteneurs, plutôt que de faire du bare metal. Donc c'est un autre système de scheduling, c'est pas comme Yarn, c'est pas les mêmes use cases, c'est normal, il y a deux systèmes de scheduling, enfin 2, 3 même avec Mesos, il y en a d'autres. Mais donc c'est arriver à utiliser le bon pour le bon usage. C'est ça en fait le plus important, sinon on se crée du travail en trop, et bon voilà, on a déjà assez de choses à faire. Upgrader en fait notre CDH4 concrètement au même niveau que l'autre cluster. Ça concrètement, dans notre cas, ça veut dire vous enlevez tout le monde de l'ancienne et vous upgradez, et après c'est bon, on peut y aller. Et après l'enjeu c'est ok, il faut maintenant qu'on garde le fil équivalent sur les deux, même niveau sur les deux, donc on déploie sur les deux et on fait l'évolution. Et la prochaine majeure d'Hadoop sera également un autre défi quand elle sortira, parce que le passage de majeure, c'est pour ça justement qu'on n'a pas pu, enfin qu'on a dû vraiment switcher. Ce problème d'actif-passif de cluster, donc on dit CP c'est bien, mais jusqu'où? Et ça consomme pas mal de ressources. Voilà. Je vous remercie. Il me dit qu'il reste 3 minutes et quelques pour des questions. C'était un peu long, je suis désolé. Voilà.